Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Nouveau Monde. Et dans ce Nouveau Monde, il y a un pays qui est au cœur de l'Afrique et qui est au centre de toutes sortes de rumeurs. C'est la République centrafricaine. La République centrafricaine a mauvaise presse en France. Il y a 40 ans, c'était les diamants de Bokassa. Désormais, ce sont les mines d'or du groupe Wagner qui font scandale. Bonjour Serge Guilin-Jory. Vous êtes porte-parole de votre gouvernement. Vous êtes le ministre. Ça ne doit pas être facile que de porter la parole du gouvernement centrafricain, notamment quand vous êtes à Paris. Ça fait 1 an que vous faites ça. Ça se fait? Oui, on peut dire ça comme ça. Bon, mais on est là pas pour fêter, mais pour apporter de meilleures conditions de vie à toute une population. Mais est-ce que vous vous dites parfois, si j'avais su, j'aurais pas venu, j'aurais demandé autre chose, un autre portefeuille? Ça se demande pas. De toute façon, vous savez que pour être ministre, c'est par rapport au profil et puis à la confiance placée par le chef de l'État et le premier chef du gouvernement. Et il c'est à eux de choisir l'homme qu'il faut, au moment qu'il faut, et des hommes et des femmes qui doivent apporter un plus quant au développement de la République centrafricaine. Oui, bien sûr, mais bon, vous connaissez vos talents, vous connaissez votre expérience, vous faites votre apprentissage aussi, des affaires publiques. Votre ambition porte-parole, c'est l'étape nécessaire, ou c'était ce que vous ambitionnez d'être? De toute façon, je n'ai pas de choix particulier, hein. De toute façon, un homme bien averti et bien aguerri ne doit pas choisir là où il doit aller exercer, et surtout pour donner une image nouvelle à la République centrafricaine, puisque aujourd'hui on lui lance des discrédits, et je crois qu'on on la juge à distance. Donc, du coup, porte-parole du gouvernement, je crois que je suis là pour montrer la vraie image de la République centrafricaine, le vrai visage de la République centrafricaine dans le monde entier. On va essayer. On va essayer de le montrer. Alors, il y a avant et après votre arrivée au gouvernement. Avant, vous avez poursuivi des études à Clermont-Ferrand en sciences de la vie et de la santé. Puis ensuite, vous avez travaillé pour l'Institut Pasteur. Alors, c'est bien parce que ça vous a aidé au moins à comprendre cette fichue épidémie du Covid-19 avec ce virus mutant auquel on ne comprend plus grand-chose. Quelle est la situation en RCA? Est-ce que votre service de santé est débordé? Est-ce qu'il redoute de l'être? Quelle est la situation aujourd'hui avec le Covid? Je vous remercie infiniment. Bon, ça, vous touchez profondément à mon domaine. C'est vrai que j'ai fait des études de médecine, j'ai opté pour la recherche en médecine. Donc, du coup, j'ai fait plusieurs masters ici en France, master qualité en santé, master santé publique que j'ai obtenu, et mon doctorat de recherche en médecine que j'ai obtenu à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand sur les maladies transmissibles et pathologies tropicales. Effectivement, ceci m'a permis de travailler à l'Institut Pasteur, comme vous l'avez si bien dit, au service de l'épidémiologie, afin de rentrer dans le gouvernement. Bon, mais il faut revenir à la question sur le Covid. C'est vrai que Covid aussi a gangréné le monde, et la République centrafricaine n'était pas épargnée de cette situation, de ce fléau. Mais ce que je tiens à rappeler ici et à profiter de votre plateau pour féliciter le dispositif mis en place par le gouvernement pour lutter efficacement contre ces fléaux. Et vous savez, la République centrafricaine, comme les autres pays de la bande tropicale, souffre beaucoup plus des maladies infectieuses. Donc, du coup, l'avantage, c'est que le corps médical dans notre pays est beaucoup plus habitué, même si le Covid est une nouvelle pathologie qui a une spécificité, mais le dispositif a fait que nous avons pu maîtriser la maladie. Alors, il y a un autre virus mortel dans votre pays dont on a vu les effets désastreux, que ce soit au Moyen-Orient, au Sahel et désormais aux confins de l'Europe, et qui porte un beau nom, c'est le groupe Wagner. Alors, de la même manière que le Covid-19, on l'appelle
le coronavirus 2019, ou on peut l'appeler le virus chinois. Ça, les Chinois, ils n'aiment pas trop qu'on l'appelle comme ça, mais bon, c'est comme ça qu'aux États-Unis, beaucoup l'appellent. De la même manière, le groupe Wagner, on peut l'appeler différemment, et chez vous, il a plusieurs appellations, mais à Bangui, il se fait appeler Communauté des officiers pour la sécurité internationale. Ailleurs, on parle des mercenaires russes. Alors, selon une enquête récente du quotidien britannique qui fait autorité quand même, Guardian, ils pillent les mines artisanales. Ils auraient tué des dizaines et des dizaines de Centrafricains, de travailleurs clandestins depuis 3 mois près de la frontière soudanaise. Vous avez des éléments d'information ? Effectivement, je pense il faudrait profiter de ce plateau pour pouvoir éclairer la lanterne et donner des vérités fondamentales à ce qui se passe dans le pays que les gens interprètent à distance, parce que entre une interprétation à distance et la réalité, je pense que le fossé est grand. Toujours. Alors, et là, au jour d'aujourd'hui, il faudrait que le monde entier puisse comprendre que la RCA faisait face à une contrainte qui met à mal la vie d'une nation, la vie de toute une population et la valeur humaine. Le pays a été, je peux dire, enveloppé déjà et puis investi par des forces négatives, que tout le monde le sait, ça c'est pas un secret de polichinelle. Et ces forces étaient venues de tous les coins du monde qui ne sont pas des Centrafricains, et c'est des mercenaires de guerre, des seigneurs de guerre, il faut le dire, qui ont envahi le pays. Alors, à cette époque-là, il fallait faire face à cela. Et il faut garder à l'esprit que le mandat du chef de l'État et le mandat du gouvernement, c'est d'apporter le bien-être à la population, mais surtout de défendre la République. Ça, c'est le mandat qui a été donné au chef de l'État et au gouvernement. Alors, à cette époque-là, nous avons fait appel au monde entier, puisque nous faisons partie des nations, du système des Nations Unies. Et du coup, nous avons fait appel au monde entier pour venir prêter main forte à cette situation très contraignante, mettant à mal, entraînant même, qui pouvait même entraîner la disparition de notre pays, puisqu'il fallait vivre pour pouvoir le savoir, mais à distance, on n'a pas toutes les informations. C'est à ce moment-là que nous avons été orientés en 2016, en octobre 2016, avec le concours de la France, il faut le dire, l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, le président en exercice en 2016, le président François Hollande, voilà, qui nous a orientés vers la Fédération de Russie pour pouvoir nous aider. Et ça, vous dites que c'est François Hollande qui vous a recommandé le groupe Wagner ? C'est la France en général, c'est la France qui nous a orientés. Ouais. Je ne parle pas de Wagner pour l'instant. Il faut rappeler que la France... On va revenir sur les termes. C'est pas, la priorité, ce n'est pas les termes. Nous allons revenir sur les faits, mais il faut expliquer la réalité de ce qui s'est passé. Et c'était de bonne foi, hein. C'était de bonne foi que nous avons été orientés par la France vers la Russie, qui fait partie du Conseil de sécurité. Alors, arrivé en Russie, la proposition qui avait été faite, c'est de mettre à disposition les armes qui ont été saisies entre les mains des Chebab, les rebelles Chebab, et c'est là où la Fédération de Russie avait dit non, mais c'est pas possible, on ne peut pas mettre à disposition d'une nation une arme, des armes, sinon qui ont été utilisées par des rebelles ayant écumé. Alors, il fallait doter le pays des armements. Et les armes que la Fédération de Russie devait doter la République centrafricaine avec n'étaient pas manipulées par nos forces de défense et de sécurité. Alors, de ce fait-là, la Fédération de Russie a jugé mieux envoyer des instructeurs pour pouvoir former les forces de défense et de sécurité à l'usage de ces armes qui devaient être données par la Fédération de Russie. Et c'est ce qui a été fait. Il y a besoin de former des soldats à utiliser une Kalachnikov ? Non, ce n'est pas forcément des Kalachnikov. Quoi, c'est pas des canons de longue portée ? C'est pas forcément. Je parle d'armes. Vous savez que quand on parle d'armement, il y a plusieurs types. Oui, ça forcément. Même si on parle de Kalachnikov, mais quand vous apportez une modification à une arme, forcément, il faut former le militaire à l'usage de cette arme. Et il faut absolument que les gens fassent des exercices de tir, et ainsi de suite. Il faut encadrer, il y a tout ça. Parce que les armes, c'est pas du banal. Militaire, contrairement à rebelle, militaire est un métier. Oui, mais il faut se former régulièrement. Il faut se former à l'usage des armes, à la déontologie. Et donc vous êtes en train de me dire que le groupe Wagner
C'était des formateurs pour faire de l'encadrement? Non, je ne parle pas de Wagner. Je vous parle des Russes. Voilà, des Russes. Et de la voie légale, légitime que la République centrafricaine a entreprise avec l'accompagnement de la France, ça il faut le dire, avec l'accompagnement de France et l'orientation de la France, ce que nous tenons à saluer, puisque c'était une voie qui nous a permis de résoudre le problème. De résoudre le problème. Voilà. Donc, du coup, ces instructeurs étaient venus, mais quand ils étaient là, la crise était à son comble, à son apogée. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait accompagner les militaires. Et du coup, les institutions accompagnaient les militaires pour faire face à l'ennemi. Et souvenez-vous qu'en décembre, la rébellion a été à la porte de Bangui. De Bangui. Et ça, c'était pas une chose anodine. Hein. Il faut vivre pour le savoir. Et c'est grâce à l'appui de ses alliés. Et bon, quand on parle des alliés, il n'y a pas que les Russes, les Rwandais que nous avons. Vous m'expliquez qu'à l'époque, le gouvernement était dos au mur. L'État était menacé. Oui, l'État était menacé. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, au jour d'aujourd'hui, il faut le dire, la sécurité est de mise. Les forces de défense et de sécurité sont déployées sur toute l'étendue du territoire et elles ont pris le dessus. Il y a libre circulation de biens et de personnes. Est-ce que c'est pour ça que maintenant, ces Russes qui sont toujours... combien sont-ils? 1000, 1200, plus, moins? Mais de toutes les façons, nous sommes en défense. On ne sait pas, on peut pas dire des choses parce que nous sommes là. Non, mais je ne dirais pas que c'est un secret, mais de toutes les façons... C'est couvert par le secret défense. Naturellement, on ne peut pas tout dévoiler. Alors, ces Russes qui sont sur place, est-ce que c'est parce que justement la sécurité désormais, à Bangui en tout cas, est assurée, qu'ils peuvent s'occuper des mines d'or à la frontière soudanaise et se payer sur la bête? Vous voyez ça, je crois que c'est des discrédits qu'on cherche à jeter sur la République centrafricaine. En réalité, c'est pas ça. Il faudrait le dire. Il faudrait le dire, non. Ils ne sont pas là pour les mines, mais il faut garder à l'esprit que c'est les mines de la République centrafricaine qui ont fait que nous sommes sujets à toutes ces barbaries. Ça crée énormément d'envie, oui. Naturellement. Mais la République centrafricaine dispose d'un code minier. On n'empêche à personne de venir exploiter les mines, mais de façon légale, puisque quand vous suivez la procédure normale, vous serez protégé par... vous avez d'abord l'agrément et vous serez protégé par la brigade minière. Maintenant, vous savez, nous avons nos forces de défense et de sécurité, donc sur toute l'étendue du territoire national. Et nous avons des points stratégiques et des points névralgiques que nous devons absolument défendre parce que ce sont ces points-là qui attisent la convoitise et l'appétit des forces négatives. Alors, ces forces négatives, quand ils viennent dans les secteurs miniers, au lieu d'exploiter, bon, de toutes les façons, la procédure normale serait de passer par les services de mines, acquérir en bonne et due forme la licence d'exploitation de mines en termes d'artisanat, puisque ce n'est pas des industriels, hein, voilà. Mais malheureusement viennent avec des armes. Alors, quel est le rôle dévolu à nos forces de défense et sécurité? C'est de défendre, malheureusement, ceux qui viennent de façon Il n'y a pas eu de massacre. Voilà. Non, il n'y a pas eu. Bon, il faut dire quelque chose. On va dire quelque chose. Vous savez que la RCA a connu une crise, comme tous les pays du monde. L'Occident avait connu de crise, il faudrait rappeler, mais pendant toute une crise, il y a toujours eu des déviances par rapport à... Des bavures, des exactions, mais est-ce que l'homme est l'homme? Mais est-ce qu'il y a eu... Pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a eu, comme il est prétendu, et ce sur quoi enquêtent les Nations Unies, paraît-il, 3 massacres depuis le mois de mars, et 6 autres, non plus dans l'Est, à la frontière soudanaise, mais ailleurs dans le pays. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là? Je vais vous dire j'ai envie de dire quelque chose au monde entier. Vous savez, la RCA sort d'une crise. Aujourd'hui, nous, en République centrafricaine, nous voulons tourner la page à ce qui s'est passé. Même s'il y avait eu crise, il y avait eu des massacres, mais tout ça, c'est du passé. Alors, voyons l'avenir. Mais toujours que nous sommes les premiers à être touchés. Nous ne sommes pas insensibles et insensés à toute perte en vies humaines.
D'accord. Et il y a même des enquêtes qui sont ouvertes et nous sommes d'accord pour ces enquêtes. Et il faudrait que la sanction la plus comment dire, dure soit prononcée parce qu'il y a eu mort d'homme. Mais au jour d'aujourd'hui, je voudrais, nous voudons qu'on puisse changer de débat. Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble avec le monde entier pour offrir un avenir meilleur ou bien le bien-être à la population centrafricaine dans son ensemble. C'est ça la question. Vous pensez que les Russes peuvent quitter le Centrafrique ou vous pensez que... parce que vous avez, dans l'Est, vous avez des rebelles, vous avez des trafics, vous avez des incursions, vous avez toutes sortes de problèmes à régler à cette frontière du Soudan, qui est difficile. Est-ce que le fait d'ajouter des professionnels, des mercenaires ou des conseillers militaires russes permet de trouver une solution ou ça ajoute un problème aux autres? Je ne crois pas que ça ajoute des problèmes, mais la question, il faudrait la poser autrement. Normalement, comment on doit faire? Parce qu'on est ouvert au monde entier. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'expertise du monde entier. Ce n'est pas seulement l'expertise du Russe. Ouais. C'est pas seulement ça. Bon, le terme mercenaire qu'on utilise, je pense que le système des Nations Unies en 1986, avec les exactions commises par les mercenaires à l'époque, avait demandé à ce qu'on puisse retirer le terme mercenaire. Ça, c'est le système des Nations Unies qui a utilisé. C'est interdit. C'est légalement interdit. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on continue toujours à utiliser un terme qui a été déjà interdit par le système des Nations Unies. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, ce que nous voulons dire au monde entier, nous avons besoin. La République centrafricaine, c'est comme une nouvelle fille qui attire la convoitise du monde entier et qui veut vraiment le meilleur époux pour lui. Et ce meilleur époux, c'est le monde entier. Et nous voulons vraiment l'expertise du monde entier. On est ouvert. Le chef de l'État, lors de son discours inaugural marquant sa deuxième mandature, il a bien dit, la République centrafricaine s'ouvre au monde entier. Donc, il ne faudrait pas se focaliser sur un pays, mais dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Nous avons des liens forts avec plusieurs pays. Nous avons des relations diplomatiques, y compris avec la France. C'est une histoire historique. C'est, comment dire, c'est un lien historique. On ne peut pas se dessaisir de cela. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez l'impression que la France vous a laissé tomber? Il ne faut pas dire... Bon, on ne va pas dire les choses comme ça, mais je pense que la France nous avait quittés au moment qu'il ne fallait pas. Bon, on voit que vous êtes porte-parole. Et pourtant... on voit que vous êtes porte-parole, monsieur le ministre. Vous aimez redéfinir les termes. Mais bon, sur le fond, est-ce que la France s'est désinvestie, désengagée et regarde ailleurs? Non, mais le problème, c'est que nous n'avons jamais été saisis de façon formelle. Donc, on ne peut pas prêter intention à la République française. C'est un État souverain, au même titre que la République centrafricaine. Au nom de ce principe de souveraineté, on ne peut pas se prononcer. Mais au jour d'aujourd'hui, il faudrait que le monde entier puisse comprendre que la République centrafricaine, c'est un État souverain. Et s'il faut maintenant agir en termes de relations bilatérales, multilatérales, c'est d'abord le respect de ce principe de souveraineté et la diversifier des compétences, tout simplement. Il faut mettre en place un cadre logique, un nouveau cadre, un nouveau paradigme de développement et de relations économiques fondées sur la confiance, le respect des principes, on peut dire le partenariat gagnant-gagnant pour le bien-être et du partenaire en face et de la République centrafricaine. C'est comme ça qu'on doit tenir le débat. Mais, monsieur le ministre, c'est un discours qui est inaudible à partir du moment où, en même temps, vous avez une campagne qui explique que depuis 3 mois, depuis le mois de mars, des exactions sont commises et couvertes par l'État, que la nouvelle responsable de la MINUSCA, de la Force des Nations Unies sur place, de la mission des Nations Unies sur place, s'inquiète de la dégradation de la situation politique. Tout ça doit faire fuir les investisseurs, non ? Écoutez, vous savez, ça c'est des prestations d'intention à distance. Ah oui. Au moment où les gens sont en train de tenir ce discours, je vous dis déjà que récemment j'étais en mission à Milan, en Italie. Il y a un consortium de 600 000 entrepreneurs qui sont présentement à Bangui. Et on leur avait dit ça, je leur ai dit, avant de vous donner des explications, vérifiez d'abord l'information par vous, par tous les moyens. Appelez Bangui, si ça se passe comme ça. Ils ont pris leur courage, j'ai dit, allez à Bangui. Ils sont allés à Bangui, tout ce qu'on leur raconte, c'est tout à fait le contraire. Et effectivement, ils ont saisi les autorités centrafricaines, on leur a demandé, on leur a donné l'invitation, ils sont venus et ils sont en train de s'installer. Au moment où les autres pensent qu'il y a la guerre, il y a le crime, il y a le crime, la SIA, c'est une destination à ne pas y aller, on est en train de vous mettre le rideau pendant que ce temps les autres évoluent. C'est ça la question.
Et le jour, pendant que vous êtes en train de dormir, vos entrepreneurs sont en train de dormir, vos entreprises sont en train de dormir, d'ici demain, vous allez vous réveiller, ben, l'espace est déjà occupé, ça sera trop tard. Alors, pour revenir sur la question des exactions, des massacres, de ceci, cela, c'est un rapport. Nous respectons ce rapport. Celui qui ne respecte pas, je vous en prie, si vous me permettez, on sera à l'aise dans ce débat. Alors, c'est un rapport. Nous respectons tout principe de rapport. Et s'il y a des exactions, il faut y aller, il faut accepter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'aller vers une nouvelle république, c'est ce que le chef de l'État a dit. Il faut, nous aussi, le chef de l'État a signé en décembre 2019 la mise en place d'une commission spéciale d'enquête. Et nous, si nous enquêtons, nous avons des rapports que nous allons mettre à disposition de la justice. Le chef de l'État a investi, a intronisé des juges, des magistrats qui sont venus d'ailleurs pour pouvoir démarrer la Cour pénale spéciale. Nous avons jugé des militaires récemment. Nous sommes en train de juger les criminels. Vous avez mis en accusation des gens de Wagner, des Russes ou pas? Non. Il y a une commission d'enquête qui est là. D'accord. Et cette commission, elle est libre et transparente. Et ce qu'on vous dit, on vous le dit. On vous le dit, il y a le travail en train d'être fait, les résultats des enquêtes seront... Mais on demande qu'à vous croire, mais on entend en même temps, effectivement, la déléguée des Nations Unies, on entend vos évêques, la conférence épiscopale, on entend les enquêteurs, et donc on est évidemment partagé, mais on espère que vous avez raison et que vous aurez de plus en plus raison et que les investisseurs reviendront. On n'a aucun intérêt à donner la vraie version des faits. Tout ce que nous disons, il faudrait mettre la lumière sur tout ce qui se passe, et la voie légale de mettre la lumière sur tout ce qui se passe, c'est le gouvernement, c'est les autorités légales et c'est le porte-parole. Et je suis là pour faire lumière sur tout ce qui se passe. Mais vous êtes le porte-parole, vous l'apportez très bien. Il y a quelques jours, l'ancien président François Bozizé a estimé qu'il a souhaité en tout cas une transition politique sans le président Touadéra. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, mais écoutez, j'ai suivi sur RFI, hein. Moi, j'ai suivi, mais j'ai aimé la conclusion de Guillaume, qu'il a interviewé. Il a dit, pourtant, M. Bozizé fait l'objet d'une poursuite au niveau de la Cour pénale internationale. C'est pas moi qui ai dit, c'est le journaliste qui a dit. Nous avons suivi au même titre que vous. Mais nous, François Bozizé, c'est un ancien président et il a eu à gérer la République centrafricaine. Sa place, c'est à la République centrafricaine. S'il pense que sa vision, sa proposition de mettre en place une transition sans un chef de l'État légalement élu, je pense que ça ne peut pas se dire à distance. Il est à des milliers de kilomètres de la République centrafricaine pour pouvoir le dire. Il n'a qu'à prendre l'avion. Nous, on peut, s'il nous donne la composition de sa délégation, on va saisir le ministère des Finances qui va mettre les billets à sa disposition et de toute sa délégation pour descendre à Bangui, parce que le sujet, il faut traiter sur le territoire. Ce n'est pas à distance qu'on va donner des avis. En 2003, il avait amené la transition. Quel est le résultat? Il a toujours fait partie de la démocratie pour mettre en place ce qu'il voit comme sa logique. En 2013, il aurait pu rester là pour pouvoir gérer cette transition et puis ramener la paix. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et en 2020, nous sommes en 2022. En 2020, on a vu ce qu'il a pu faire et qu'aujourd'hui, nous en pâtissons les conséquences. Et pourtant, ce sont pays, c'est son peuple. Et in fine, nous demandons tout simplement à l'ancien président Bozizé, par rapport à la proposition qu'il a formulée, de venir jauger le niveau de sa proposition devant le peuple centrafricain. C'est son pays, il n'a qu'à venir. Bon, laissons le président Bozizé, mais sur le fond, ce qu'il reproche essentiellement au président actuel, c'est une forme d'inertie par rapport à la crise politique. Qu'est-ce que vous répondez quand on dénonce une sorte de langueur, d'inactivité du président Touadéra? Vous savez, le chef de l'État n'est pas un journaliste pour crier sur tous les toits. Il représente une institution, une république, et il incarne une nation structurée, avec des institutions, avec des responsabilités. Je pense que chacun doit rentrer dans son rôle. Je ne sais pas qu'est-ce qui a mis dans la tête des Centrafricains que c'est le chef de l'État qui doit
qui doit agir partout et c'est le chef de l'État qui doit parler parce qu'il y a une crise, ainsi de suite. Non, je pense qu'il y a des instances, il y a des institutions. Nous avons la MINUSCA qui est là, nous avons le système de sécurité des Nations Unies qui est là, nous avons le porte-parole du gouvernement, nous avons la justice, nous avons la sécurité, nous avons la médiation nationale, il y a un médiateur national, nous avons tout le monde, toutes les couches sociales. Donc chacun doit jouer son rôle. Lui, en tant que chef de l'État, est-ce qu'il doit aller tout le temps à la radio, s'expliquer aux gens? Non. Il y avait eu le dialogue. Les gens ont demandé le dialogue, il a mis en place le dialogue. Les rapports sont là. Nous n'avons qu'à nous référer aux recommandations, comment dirais-je, prescrites dans le rapport du dialogue politique. Mais je n'ai jamais vu le chef de l'État français tout le temps sortir, parler. Non, pas du tout. Mais on parle quand il faut. Mais il y avait eu le débat, le 30 mars, il y avait eu le grand entretien, il a parlé. Et chacun doit jouer son rôle. Nous avons la médiation. Si les gens pensent que la gestion de crise n'est pas bien, on s'adresse à cette institution. On ne respecte pas les procédures dans notre nation. Et tout de suite, tout le monde veut s'adresser au chef de l'État. Tout le monde veut que ce soit le chef de l'État qui parle. Non, c'est pas ça. Il faut s'adresser à la bonne adresse. Et la bonne adresse, c'est le respect des institutions. Les institutions sont là pour pouvoir faire leur travail. Et c'est comme ça qu'on doit respecter la République. Et si on commence à voir des choses comme ça, notre République sera respectée dans le monde et que les choses vont aller naturellement dans le bon sens. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le chef de l'État, il a son rôle. Et c'est son rôle qu'il est en train de jouer. Le prince n'est rien, le principe est tout. C'est Machiavel, je crois, qui disait ça. Vous avez tout dit. À moins que ce soit un sage africain, je ne sais plus trop. Merci beaucoup, Serge Guilhan-Jory, en tout cas de votre effort de sincérité. C'est pas facile d'être porte-parole, hein. Quand il faut parfois être porte-silence. Hein. C'est un drôle de métier que le vôtre. Hein. Merci à vous. C'est la République centrafricaine qui vous remercie par la voix de son porte-parole. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, hein, sur Télé Sud.